BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19, on continue à parler du rachat des SFR. Il faut dire que c'est un deal quand même à plus de 20 milliards d'euros, un deal qu'on attendait depuis longtemps, un deal historique aussi parce qu'il sonne peut-être le point de départ d'une consolidation en Europe dans ce secteur des télécoms mais aussi dans d'autres secteurs. On va en parler avec Olivier Lelong qui est délégué syndical CFDT de SFR. Bonsoir Olivier Lelong. Bonsoir. Merci d'être là parce qu'évidemment un des aspects de ce deal c'est l'aspect social, oui. Les craintes pour les salariés des SFR, et puis la question des prix aussi, parce qu'il y avait une guérilla tarifaire. Est-ce qu'elle va s'arrêter ou pas? Et avec nous, Mathieu Pechberti, grand reporter à BFM Business, qui suit très bien ce dossier. Bonsoir Mathieu, ça fait combien de temps que vous suivez ce dossier? Oh là là, mon Dieu, oui. Trop d'années. Oui. Oui, ce qu'on peut dire, juste pour planter bien le décor, on l'a planté avec Marc Ferracci, l'ancien ministre de l'Industrie, qui avait la tutelle des télécoms. Oui. C'est un deal historique, 20 milliards, c'était attendu, mais en même temps, c'est des discussions qui ont été très longue et très houleuse, parce qu'il faut quand même voir qu'il y avait des inimitiés entre tous ces ticounes des télécoms français, des énormes inimitiés. Oui, cette opération, en réalité, ça fait alors officiellement, on va dire 8 mois qu'elle est négociée, ou en tout cas qu'elle a été divulguée, mais en réalité, ça fait quasiment 1 an et demi que à la fois les concurrents de SFR, donc Bouygues, Free et Orange, discutent entre eux de comment ils pouvaient racheter SFR, et puis ensuite, il y a eu des discussions avec SFR, et puis ces derniers jours, mais de manière assez logique, c'est effectivement été très tendu. On nous a même dit, plusieurs acteurs du dossier nous ont assuré que le deal avait failli casser, oui. Comme on dit, vendredi, alors même que les groupes Bouygues, Free et Orange avaient validé en conseil d'administration l'opération. Donc ça a été très tendu, mais j'ai envie de dire... Avec un deadline, justement, vendredi soir, le vendredi 5. Exactement, et c'est pour ça qu'en fait, ça a été un petit peu reporté et que ça a été officialisé dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, en fait, c'est assez classique, puisque dans le secteur des télécoms, vous le savez, il y a 3 propriétaires, 3 milliardaires sur 4. SFR qui appartient donc encore pour quelque temps à Patrick Drahi, Bouygues qui appartient évidemment à la famille Bouygues et Martin Bouygues, et puis Free à Xavier Niel, et donc ça fait en réalité... quasiment des décennies, 20 ans pour certains, ou au moins 10 ans, que ces milliardaires, on va dire, oui, bataillent et ferraillent. Donc, ça crée effectivement un contexte très tendu et des dernières négociations ces derniers jours extrêmement tendues. Oui, il y avait les créanciers aussi de Patrick Drahi qui étaient autour de la table. Alors effectivement, mais ça, on va dire que c'est Patrick Drahi lui-même qui les gère de son côté. Donc ça, il a l'habitude de négocier avec ses créanciers, puisqu'il vit sur un empire qui est très endetté depuis toujours. C'est un peu son business model, j'ai envie de dire. Mais donc effectivement, il y a eu beaucoup de monde autour de la table. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait aussi... On n'en a pas parlé parce qu'il s'est fait discret, mais il y avait aussi l'État français qui est actionnaire d'Orange, aussi autour de la table. Donc cette opération qui avait bloqué du reste le rapprochement, le rachat par Bouygues, on s'en souvient, quand Emmanuel Macron était ministre de l'Industrie. Exactement, il y a 10 ans. Alors est-ce que c'est l'État qui avait bloqué ou Martin Bouygues qui avait jeté l'éponge? Il y a toujours débat aujourd'hui, 10 ans après, mais effectivement, il y avait eu en tout cas un bras de fer entre les acteurs et l'État français. Donc cette opération extrêmement complexe, cette fois-ci, a été au bout et ça clôt une période d'ouverture du marché des télécoms à 4 opérateurs en 2011, en 2012 même, quand Free est arrivé. Donc il y a 15 ans. Oui, en même temps, ça clôt. Pas tout de suite. Je me tourne vers vous, Olivier Lelong, parce que donc vous êtes, je répète, le délégué syndical CFDT de SFR. Il y a quand même... ça va prendre au moins 2, 3, 4 ans pour avoir les accords de l'autorité de la concurrence, française ou européenne. Et puis, il y a qu'est-ce qui va se passer pour SFR. D'abord, ce matin, vous êtes, ou ce soir, mais ce matin, vous êtes réveillé comment? Avec une gueule de bois? Ou au contraire, vous dites, vous aviez une épée de Damoclès qui était au-dessus de votre tête, au moins, ça y est, elle est tombée. Vous êtes dans quel état d'esprit? Gueule de bois, non, parce que effectivement, ce rachat était annoncé, quelles que soient les péripéties, il n'y avait pas a priori de porte de sortie pour les différents acteurs du marché télécom en France que le rachat de SFR, parce que le but de l'opération, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaie de faire croire, de toute façon, c'est bien de faire disparaître le deuxième opérateur de France pour renforcer sa base de clients, bien évidemment, mais aussi à terme faire relever les tarifs des abonnements. C'est un secret de polichinelle, tout le monde vous dira que non. Bien évidemment, on fera attention à la concurrence. Il y a aussi de désendetter Patrick Drahi. Ah oui, alors ça, oui. Alors ça, donc Patrick Drahi a
avait la nécessité de vendre SFR parce qu'il l'a surendetté. Il a surendetté son groupe en donnant comme caution SFR, qui est la pépite du groupe de Patrick Drahi. Et donc, nous, Société Saine, on se retrouve à devoir payer les pots cassés de Patrick Drahi. D'ailleurs, pour ça que dès 2024, on a alerté sur la restructuration de la dette, qui était présentée comme la seule façon de faire perdurer l'activité de SFR. Et il était quand même écrit en gros, en dessous, attention, bonne affaire, ne la laissez pas passer. C'est ce qu'on a plaidé devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce a dit que les syndicalistes, franchement, avaient des idées un petit peu tordues, mais on se retrouve au bout de l'exercice avec ce qu'on annonçait dès le début, dès 2024, la vente de SFR. C'était une action qui Alors, sur l'opération, sur le deal, tel qu'il est, tel qu'il a été conçu, tel qu'il est maintenant sur la table, quoi, je veux dire, avec une partie donc pour Bouygues Télécom qui récupère la plus grosse partie. Donc il y a aussi la partie qui va chez Orange, il y a une partie donc découpage et l'autre qui va chez Free. Est-ce que comment c'est perçu chez vous? Expliquez-nous un peu. Alors, ça fait donc des mois, voire plus d'1 an, que les salariés sont très inquiets, parce que cette phase de renégociation de la dette, tout le monde voyait où ça allait mener. Et là, oui, ça fait 1 an qu'on vit en lisant les coupures de presse qui parlent des négociations, du rachat possible. Et donc, là, ce matin... tout le monde a le moral dans les chaussettes. C'était déjà pas brillant avant. Et là, j'ai passé ma matinée à répondre aux salariés dans des réunions que nous avons organisées. Tout le monde se demande ce qu'il va devenir demain. Oui. Alors on nous répond, ne vous inquiétez pas, il y a une garantie. Il y a une garantie jusqu'en 2029. Voilà. Bon. Et Christelle Edman, donc il a la directrice générale d'Orange, a dit que les collaborateurs chez SFR sont inquiets et on tient évidemment à les rassurer. Je le redis, notre angle sera d'engager les collaborateurs parce qu'on va devoir les motiver, les retenir, parce que le travail est à faire pour la migration des réseaux et c'est colossal. Voilà. Donc moi, je lis les communiqués de presse et je vois effectivement une garantie d'emploi d'une durée d'1 an. Le lave-vaisselle que j'ai acheté chez Darty le week-end dernier a, lui, une meilleure garantie que l'emploi chez SFR, puisque la garantie contractuelle est de 2 ans. Non, c'est insuffisant. Insuffisant, j'irais peut-être même jusqu'à indécent. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, comme garantie, à la fois en termes de durée, garantie de l'emploi, et puis en termes de conditions, j'ai envie de dire de départ? On a entendu Christelle Edman ce matin qui disait que le secteur des télécoms, les effectifs baissaient, en tout cas depuis maintenant 10-15 ans, de manière inévitable. S'il y a concentration, il y aura forcément des réductions d'effectifs. C'est quoi votre perspective là pour les 3-4 prochaines années? La perspective n'est pas bonne du tout, parce que, alors, pour revenir sur cette garantie d'1 an, c'est le temps nécessaire pour mettre en place un PSE. Entre le moment où fin 2027, un plan social, entre le moment où fin 2027, ils prennent les clés de SFR et la fin de la garantie fin 2028, c'est le temps nécessaire pour mettre un plan social en œuvre. Et donc, fin 2028, on commence à se débarrasser des salariés. Quand on regarde comment est expliquée la reprise des activités, alors il y a le côté entreprise. Alors on va peut-être le rappeler, non Mathieu, vous voulez que je le fasse? Comme vous voulez. Non mais allez-y, je vous en prie, Orange, c'est vous le spécialiste. Écoutez, l'essentiel, la partie, on va dire, clientèle entreprise, avec la marque SFR Business, qui est un peu connue, ira chez Bouygues. Et ensuite, il y a un partage des abonnés mobiles entre Bouygues, beaucoup évidemment, c'est celui qui en reprend le plus. Un petit peu Orange quand même, c'est important, environ 4 millions d'abonnets mobiles. Et évidemment Free, et Free c'est ceux de la marque Red, voilà, pour essayer un petit peu d'identifier. Après, il y aura beaucoup d'activités de réseau qui iront chez Bouygues. Alors c'est peut-être là-dessus qu'il y a le plus de sujets sur l'emploi. Ça vous nous le dire peut-être? Le sujet sur l'emploi, c'est déjà dans le processus qui semble devoir être mis en œuvre. Quelque part, on construit une réserve d'Indiens. Donc on met les salariés qui vont être achetés dans une structure, alors moi j'appelle ça une structure de défaisance, a priori ce sera peut-être le périmètre de SFR, mais on met tous ces salariés-là
Et puis, on va regarder ce qu'on va en faire véritablement. Et si on doit supprimer des emplois, ce sera nécessairement ceux des salariés de SFR. Donc, ils sont très directement visés par les réductions d'emplois qui vont intervenir. Nécessairement, c'est vous qui le dites, ou alors c'est eux qui, ou alors ce sont les racheteurs. C'est l'interprétation qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on a très peu d'informations, c'est très succinct. Donc, on est obligé de lire et d'essayer d'interpréter, de comprendre ce qui se dit entre les lignes dans les communiqués de presse des acheteurs de SFR. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une structure dans laquelle on rassemble tous les salariés. Et puis après, on voit que les abonnés grand public sont dispatchés entre les 3 opérateurs. Bon, et les salariés là-dedans, on ne sait pas. Les salariés ne sont fléchés nulle part, donc on pourrait penser que les 3 opérateurs vont dire « Ah bah oui, mais alors moi je n'ai repris qu'une petite partie des abonnés grand public, donc les salariés, c'est pas pour moi ». Ça, c'est une chose. Et on a le même raisonnement sur le réseau. Et le réseau, d'ailleurs, ça ne fait pas partie des actifs qui seront repris. Alors, on va faire vivre le réseau jusqu'à ce qu'on ait réussi à transvaser les abonnés qu'on a rachetés de chez SFR à chez Bouygues, chez Orange ou chez Free. Et puis, au bout du bout, que deviennent les salariés qui ont permis de faire la jonction entre... Vous avez été prévenu comment ? Vous avez un communiqué de presse? Est-ce que le patron des SFR est venu vous présenter? Là, je sais qu'en ce moment, Iliad est en train de rassembler ses salariés. Donc, chez vous... SFR aussi cet après-midi. Ouais. Et SFR, c'était cet après-midi? Le top management. Pas vous, le top management. C'est vrai. Moi, alors, comment est-ce que j'ai été prévenu? J'ai reçu un SMS samedi à 23h45. Voilà. Oui. Et puis après, on m'a passé un petit coup de téléphone dimanche matin. D'accord. Et on lit les communiqués de presse, et après on lit la prose des journalistes qui décryptent aussi, qui tentent de décrypter aussi de leur côté. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même une petite photo du nombre de salariés qui sont chez SFR, à la fois chez SFR et puis dans les boutiques, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué, il y a des boutiques chez SFR et puis des franchisés. Ouais. Et puis est-ce que vous avez une idée sur les quelques milliers de salariés de SFR, je crois qu'il y en a 6000, à votre avis, et c'est très tôt pour le dire, mais combien seront, on va dire, dispatchés, repris à la fois par Orange, Bouygues et Free? Alors, en l'état, c'est très compliqué à dire, parce qu'on a assez peu d'indications, donc on va rester sur les échelles qu'on annonce depuis plusieurs mois. Pour nous, il y a quasiment 50% des salariés qui se retrouvent en danger dans cette opération. Alors, c'est la vente des SFR, mais c'est le démantèlement d'Altis France. Donc là, on parle des salariés de SFR ou des MVNO. Oui, c'est juste parce que Altis France n'est pas racheté par Altis France n'est pas racheté. Donc il y a les boutiques SFR qui sont reprises, et pas en totalité d'ailleurs. Ah bon, elles sont reprises par qui? Alors, de ce que nous comprenons, Bouygues en reprend une partie, Orange en reprend une partie. Je n'ai pas vu qu'Iliad reprenait une partie. Je crois Iliad, tout le monde en reprend un peu. Mais bon, il est quand même dit dans le communiqué de presse que la totalité des boutiques ne sera pas reprise. Alors, quelle proportion? Est-ce que chacun reprend 10 boutiques, 20 boutiques? Il y a 2000 salariés chez SFR Distribution, donc les boutiques en propre de SFR. Après, vous avez les franchisés aussi à côté. 2000 salariés aussi. Eux, quand SFR disparaît, leur business disparaît. Vous avez les filiales techniques d'Altis qui y travaillent uniquement pour SFR. Ça, c'est 3000 salariés. Quand SFR s'arrête, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et puis plus largement, ce qui préoccupe aussi la CFDT, c'est le contexte économique global des télécoms. Les emplois diminuent et l'impact sur l'ensemble des sous-traitants des entreprises de télécoms qui perdent un donneur d'heures majeur, SFR. Donc, nous, on voit la globalité. Que va devenir la marque? Parce qu'elle devrait être en partie poursuivie. Là, je vois Olivier Lelong, ça, vous n'êtes pas encore au courant de ça, Mathieu Pechberti? Alors, pour le moment, rien n'est très clair, mais ce qui se dessine, corrigez-moi si vous avez d'autres infos supplémentaires, mais par exemple pour la marque Red, qui est la marque, on va dire, low cost de SFR, les abonnés vont être repris par Free, donc il y aura évidemment une période de transition. Est-ce que ce sera un an, 2 ans? Bon, ce sera
pas très long, où la marque continuera d'exister chez Free. Mais Free, il y a une seule marque et c'est Free. Donc, a priori, les abonnés Red basculeront vraiment en marque Free. Pour SFR, je pense que ce sera un petit peu différent parce que ceux qui seront repris par Bouygues, est-ce que Bouygues va conserver la marque SFR pour faire, on va dire, une marque premium et une marque plus low cost avec Bouygues? Je pense qu'à terme, la marque SFR, je pense qu'elle subsistera pour la partie entreprise qui sera chez Bouygues. Mais je pense que sur la partie abonné grand public, je pense que les repreneurs, à savoir Free, Bouygues et Orange, feront disparaître la marque. Bon, dans la durée, sur 2-3 ans, je pense. Bonne question que je poserai à Olivier Roussard, le patron de Bouygues, qui sera mon invité. Ça sera mardi prochain. Donc, beaucoup de questions à lui poser. Vous parliez tout à l'heure de savoir si la guérilla tarifaire, est-ce que l'impact ça va avoir sur les prix, le prix des abonnements ou pas. Vous dites, vous avez le sentiment que ça va peser sur la guérilla tarifaire va s'éteindre avec le rachat des SFR. C'est ça, grosso modo, que vous nous dites À terme, c'est quand même un des buts de l'opération. On ne fait pas disparaître un concurrent pour rester avec un niveau de tarification aussi faible qu'actuellement. Sinon, l'opération en elle-même va être très profitable pour les 3 opérateurs qui nous rachètent, mais derrière, bien évidemment... Très profitable, c'est quand même 20 milliards. Hein. Oui, bonne question. Mais on se partage quand même 8 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. C'est pas anodin. C'est un bon deal ou pas? Ça dépend pour qui. Non, mais je crois qu'en fait... vous avez dit que c'était un bon deal pour Orange. Non, mais je crois que c'est un bon deal pour tout le monde. Faut pas oublier que ce deal est d'abord rendu possible parce qu'il y a un vendeur. Donc, le vendeur, c'est Patrick Drahi. 20 milliards quand même sur la table. 20 milliards, c'est beaucoup. Hein. Donc 20 milliards, ça sera même peut-être 21 à la fin. Et puis autour de SFR, il y a pas mal de filiales. Je rentre pas dans les détails, mais il devrait récupérer environ 24 milliards d'euros. Alors, c'est pas pour lui, hein. Il a quand même 16 milliards de dettes à rembourser. Donc, c'est quand même le but de l'opération, c'est quand même rembourser ses dettes. À la fin, il y a une partie de ce solde qui sera partagé avec ses co-actionnaires, hein, qui sont ses anciens créanciers. Bon, lui, il devrait repartir, on va dire, avec 3 à 4 milliards d'euros. Donc, c'est effectivement une belle opération pour Patrick Drahi, qui était quand même dans une situation qui était loin d'être évidente il y a encore 2-3 ans. Et ensuite, pour ceux qui rachètent, Bouygues, Free et Orange, en fait, tout le monde gagne des abonnés, tout le monde gaine du chiffre d'affaires. C'est rentable à partir de... mais c'est rentable tout de suite. Ah bon? Je pense qu'en fait, je pense que paradoxalement, c'est... Alors, l'opérateur qui reprend le plus d'activités, c'est Bouygues. Oui. C'est plus de 40% des activités de SFR, mais je pense que c'est paradoxalement pour Bouygues que ça va être le plus difficile. Alors, on a vu en bourse, en tous les cas... Parce qu'ils reprennent des activités compliquées, des réseaux, il va falloir démonter des antennes, en refaire, il y aura beaucoup d'intégration d'équipes. On va dire que le mécano industriel va être très lourd pour Bouygues, même si financièrement, ils vont y gagner, je suis pas inquiet. Mais quand vous regardez à côté, Free, ils reprennent 30% des activités, c'est des abonnés, c'est que des abonnés, c'est les abonnés Red, ils vont tout de suite le basculer sur leur réseau, et donc pour Free, ça va être une opération fabuleuse. Et puis moi, effectivement, je souligne quand même le fait que c'est aussi très avantageux pour Orange, parce que Orange, c'est le leader de marché. Mais c'était la condition sine qua non du deal. Hein, complètement, absolument, c'était la condition. Mais quand vous avez quand vous avez de la consolidation dans des marchés, on l'a vu en Espagne, où Orange est d'ailleurs, on l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu en Italie. En général, le leader du marché, l'opérateur historique, Telefonica en Espagne, Telecom Italia en Italie, British Telecom en Grande-Bretagne, ne participe pas à l'opération. Ce sont les petits opérateurs, les concurrents qui réalisent la consolidation. Or là, l'opérateur historique va regagner des parts de marché, c'est quand même inédit. Oui, inédit. En même temps, il avait dit qu'il n'allait pas assister notamment sur les entreprises. Disons qu'Orange a bien négocié. Orange on va le dire comme ça. Tout à fait. Olivier Lelon, pour vous, maintenant, vous faites quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, on va attendre d'avoir un peu plus de précision sur cette opération. Et puis, certes, il y a la vente et ses effets. Mais il y a aussi toute cette période de flou. Qui va durer 2 ans, parce qu'il peut se passer plein de choses en 2 ans. Qui va durer, environ 18 mois, quelque chose comme ça, à partir de maintenant, pendant laquelle l'entreprise SFR et donc les salariés sont censés travailler comme si ne rien se passait et maintenir une activité normale, ce qui va être très compliqué, parce qu'ils vont nécessairement avoir la tête ailleurs. Il y a aucun engagement solide pour les rassurer. Il n'y a a priori aucun accompagnement dans l'immédiat
pour les motiver, parce que si c'est pour continuer à bidouiller comme on le fait, ou tout centime dépensé à regarder de près, ou Est-ce qu'il y a un guichet qui va être ouvert, un plan social, vous tout de savez? suite, non, parce qu'Altis ne paiera pas pour dégraisser à la place des acheteurs. Ça c'est une certitude. Et donc c'est pour ça que la réserve d'Indiens dont je vous parlais tout à l'heure inquiète beaucoup, parce qu'il n'y a vraiment aucune garantie. Au bout d'un an, qu'est-ce qu'on devient? Et puis il y a une petite étrangeté dans ce qui est expliqué, c'est soit on garde son emploi, soit il sera fait une proposition d'emploi. Alors, partant du principe que tout le monde est basculé dans la même structure, et donc que l'emploi n'est pas remis en cause pendant un an, cette petite étrangeté, ça laisse à penser que les opérateurs qui rachètent SFR vont chasser ce qu'on appelle les talents maintenant dans le langage RH. Maintenant, nous sommes des talents, donc on va aller chasser les talents en leur disant tiens, si donc le contrat avec Bouygues, tu vas voir, on te fait une proposition vachement plus intéressante que chez SFR. Et donc, ils vont commencer, c'est comme ça qu'on le comprend, commencer à exfiltrer les salariés qui les intéressent, et puis laisser entre guillemets la plèbe dans cette structure, et puis derrière passer aux suppressions. Donc ça va amoindrir de toute manière le SFR, c'est ce que vous dites? Sans plus d'explications, c'est comme ça qu'on le traduit. Alors peut-être qu'on se trompe. On avait le sentiment ce matin, en écoutant les différents dirigeants des trois opérateurs, que Orange et Christelle Henneman avaient un peu le lead, entre guillemets, sur ces sujets sociaux. Est-ce que, c'est votre sentiment? Et est-ce que, quand on est salarié, on a plutôt envie d'aller chez Orange, qui a une image, on va dire, d'enjeu social service public plutôt positive, ou est-ce que finalement on n'est pas forcément maltraité chez Bouygues, et chez Free on n'est plus dans les années 2000, où c'était un peu, on va dire, difficile, non? Alors, est-ce que vous avez demandé à rencontrer quelqu'un? Mais oui, on écrit depuis quasiment un an, mais dans la mesure où on n'a pas encore rencontré un seul des dirigeants qui va nous racheter, c'est un peu difficile de se faire une idée sur leur capacité d'écoute sociale et de réponse à nos attentes. Ce qui est sûr, c'est que si ça continue tel que c'est parti, ils vont retrouver une entreprise en charpie, parce qu'il faut quand même donner quelque chose aux salariés pour qu'ils mènent à bien cette période de transition et laisser SFR en un état correct quand ils vont le récupérer, parce que là, c'est pas gagné, vu le moral des troupes, c'est absolument pas gagné. Et pour le moral des troupes aussi, il serait très avantageux pour eux de dire très précisément ce qu'ils entendent par protection de l'emploi, parce que si c'est simplement un an, c'est juste préparer un plan social, on appelle ça un plan social ou un plan de sauvegarde de l'emploi, mais bon, c'est un plan de suppression d'emploi. Donc si c'est juste un an, ça ne rassure personne. Ce matin, tous les salariés, j'en avais plus de 1000 dans la réunion qu'on a organisée, tous les salariés se posent la question de leur devenir demain. Et c'est pas un an qui les rassure, loin s'en faut. Est-ce que dans l'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, Mathieu Pesberti, il n'y a pas de terme pour dire il faut que SFR garde un certain niveau de rentabilité, parce que, comme dit Olivier Lelon, on le rappelle que vous êtes délégué syndical pour la CFDT, peut-être retrouver une SFR en charpie parce que les talents seront partis, parce que ceci, cela. Il y a un risque quand même. C'était l'un des quelques sujets de discussion très féroces de ces dernières semaines. Les trois acheteurs, encore une fois, Bouygues, Orange et Free, disant à SFR que pour se prémunir de l'effondrement de SFR et pour l'éviter, ils demandaient à ce que SFR continue d'investir. Et il y a un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais de complément de prix. Donc aujourd'hui, c'est 20 milliards d'euros. Ça pourrait monter à 21, je schématise un petit peu. Si, en gros, SFR est toujours dans une santé satisfaisante d'ici un an. Voilà, donc, effectivement, pour le coup, c'est une grosse inquiétude des trois acteurs de ne pas récupérer un opérateur dans 1 an et demi ou 2 ans qui aura perdu 20% d'abonnés. Donc, et il y a aussi un enjeu, du coup, pour Patrick Drahi, de continuer d'éviter de perdre des abonnés pendant cette période de transition, parce que sinon, lui-même perdra de l'argent. Donc, merci Olivier Lelon d'avoir été avec nous, délégué syndicat CFDT de SFR. On comprend vos inquiétudes. En tous les cas, tenez-nous au courant. On en saura un peu plus, parce que là, le deal vient de se faire. Donc, il faut qu'on rentre dans les détails. Vous-même, vous disiez que vous étiez en train de lire des communiqués de presse. Enfin, j'imagine que vous en sachez quand même un petit peu plus que nous. Merci Mathieu Pesberti qui suit ça pour BFM Business. Voilà, c'est la fin du 18-19. On se retrouve bien sûr demain. Tout de suite, Stéphanie Colo pour son journal de l'Écho. Bonne soirée.
Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.